Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Anne Grosfilet. Cette anthropologue a littéralement tracé sa voie dans la trame du tissu africain. Spécialiste reconnue de la richesse et de la diversité de ses textiles, elle nous parle de son parcours et de l'héritage que portent ces pièces exceptionnelles. J'ai envie de travailler sur le textile comme voie d'appréhension pour comprendre les rapports entre l'Europe et l'Afrique et aussi tout ce potentiel, toute cette richesse et cette diversité culturelle. Et si l'importation de produits alimentaires n'était pas une fatalité en Afrique? Un jeune entrepreneur camerounais tente le pari avec des bouillies et des pâtes alimentaires made in Cameroun. Bientôt, je vais faire des oignons en poudre. Tout ça, c'est des produits qui sont faits à base de produits locaux, capables de concurrencer ces Européens qui n'ont pas cette technologie. Comment protéger les tissus traditionnels africains? L'Afrique de l'Ouest est au cœur des convoitises et du trafic des pirates. Les gens viennent, mais je reconnais que c'est plus difficile parce que les gens ont un autre choix. Et vu la difficulté de l'heure, les gens se penchent sur l'autre choix. Dans ce premier reportage, je vous emmène à Yaoundé visiter cette petite entreprise qui propose 5 variétés de bouillies et des pâtes alimentaires prêtes à la consommation. Une initiative originale et une production 100% locale qui séduit de plus en plus les consommateurs, comme l'a constaté notre journaliste Aboubacar Mounchili. Ce produit placé en tête de gondole n'est pas un produit importé, comme 99% de ce qui est vendu dans ce supermarché de Yaoundé. Cette bouillie d'arachide en promotion et cette huile sont des produits 100% camerounais. Ce sont les premiers pas d'une production made in Cameroun portée par des Camerounais qui refusent la fatalité de la dépendance alimentaire. C'est dans ces ateliers que sortent ces bouillies, Tanti, un nom que les Camerounais connaissent bien désormais. À l'origine de l'entreprise, cet homme, Thierry Niamen, un universitaire venu à l'entreprise par défi. J'ai fait 7 ans en Union soviétique sans manger cette bonne sauce d'arachide que j'aime bien. Et quand j'ai demandé à ma mère de m'envoyer la pâte d'arachide, elle a grillé les arachides, arrivé au moulin, il y a eu coupure de courant. Et j'avais un ami qui attendait à l'aéroport, ce qui fait que cet ami est venu sans cette pâte que j'attendais depuis longtemps. J'ai posé la question à maman de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de Camerounais capables de faire des arachides prêts à l'emploi? Et j'étais en année de doctorat et je me demandais qu'est-ce que je fais ici alors qu'il y a des choses aussi triviales qui ne sont pas faites au Cameroun. La deuxième déception, c'est que je fais 750 demandes d'emploi pour chercher à rentrer au pays et trouver un emploi. Personne ne me répond. Major de ma promotion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer et se mettre à son propre compte et que ce soit un défi. Avec son doctorat de mécanique agricole sous le bras, notre jeune diplômé entreprend de concevoir sa propre machine à faire de la poudre et de l'huile d'arachide. En 1999, la PME est créée, la production commence, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Thierry Niamen n'abandonne pas son projet, mais décide de le faire évoluer. C'est là qu'il a eu l'idée de fabriquer des bouillies et des pâtes alimentaires pré-cuisinées à base d'arachide, de soja et de maïs. 4 ans après le lancement de l'affaire, il obtient la Palme d'Or du meilleur projet agroalimentaire au Cameroun. Cette fois, le challenge est gagné et la marque Tanti devient incontournable, notamment auprès des femmes actives, comme cette étudiante rencontrée dans un supermarché. Je suis étudiante maintenant, donc je n'ai plus le temps. Le temps de tremper le maïs, de changer l'eau, d'écraser, c'est compliqué. C'est pour ça que je préfère acheter bouillie Tanti, parce que c'est maximum 15 minutes et on a déjà la bouillie. Nous avons voulu savoir comment sont fabriqués ces produits, mais nous n'avons pas été autorisés à filmer à l'intérieur de l'usine. Pour des raisons de secret de fabrication, nous a-t-on dit. Il a fallu se contenter des explications qui nous ont été données. Le procédé est simple, la matière première est triée pour éliminer les débris, puis torréfiée pour détruire les substances toxiques. Une fois les fibres indigestes retirées, commence alors la fabrication de la mouture qui sera mise en sachet. D'après les responsables, le contrôle qualité est rigoureux et les différentes pâtes, poudres et huiles fabriquées ici seraient même soumises aux analyses de l'Institut Pasteur. Motivé par le succès de ses premiers produits, Thierry Niamen pense à de nouvelles recettes élaborées à partir de produits locaux pour répondre à la demande et à l'évolution de la société camerounaise. Bientôt, je vais faire des oignons en poudre. Tout ça, c'est des produits qui sont faits à base de produits locaux, capables de concurrencer ces Européens qui n'ont pas cette technologie, puisque j'ai fait leur école et je suis prêt à relever le défi avec les produits de chez nous. L'entreprise vient de créer des emplois alors qu'ici, le chômage chez les jeunes est très important. L'usine emploie une 50aine de personnes pour trier
sélectionner, torréfier et mettre en sachet les produits. Tanti possède aussi son armée de livreurs qui approvisionnent les supermarchés et les boutiques de Yaoundé et des régions éloignées. Les petits producteurs d'arachides, de soja et de maïs profitent aussi de l'engouement pour les sachets Tanti. Ils ont dû revoir leur technique de production pour approvisionner l'usine en quantité suffisante et en produits de qualité. D'autres emplois induits ont été créés pour assurer le lien entre les producteurs et le principal client. Cette dynamique économique suscite un enthousiasme dans la population qui croit désormais que la dépendance alimentaire vis-à-vis des pays du Nord n'est pas une fatalité. Si, avec l'apport des ONG et du gouvernement, on arrive à relancer effectivement cette production, on va très facilement vivre sans dépendre de qui que ce soit. Cette modeste usine laissera peut-être la place un jour à des bâtiments ultramodernes. Ce qui est sûr, c'est que le patron, lui, a un rêve, celui de devenir leader en Afrique centrale et pourquoi pas sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Tous les ingrédients pour y parvenir sont réunis. Le pari est bien à portée de main. Je vous le disais en titre, notre invité du jour cette semaine encore vit depuis des années dans l'univers fascinant des textiles africains. C'est au Burkina Faso lycéenne qu'elle a découvert dans les années 80 la diversité de ces tissus. La jeune fille est aujourd'hui devenue une anthropologue reconnue, spécialiste des textiles africains et commissaire d'une exposition qui leur est actuellement consacrée à Juan-Josas dans la région parisienne. Laurent Soustras et Thierry Schiller l'ont rencontrée. Anne Grosfillet, vous êtes l'une des commissaires de cette exposition consacrée aux tissus africains. Présentez-nous ces pièces exposées, d'où viennent-elles et quelle histoire racontent-elles? Alors dans cette exposition, nous voulions présenter la diversité des savoir-faire du continent africain, c'est-à-dire que vous allez découvrir des pièces d'Afrique du Nord, à l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est, en n'oubliant pas bien sûr les cultures de l'Afrique centrale. C'est une présentation des différents savoir-faire, à la fois des matières, des fibres, depuis l'écorce d'arbre au raffia, les teintures végétales, au henné à l'indigo, l'exploration de la teinture à travers aussi les teintures chimiques et le travail du basin, et puis le tissage des hommes, des femmes, et l'excellence des techniques de broderie et de perlage. C'est aussi une façon de raconter les liens et les échanges entre les cultures africaines et les peuples africains avec le reste du monde, que ce soit les industries européennes et aussi les cultures asiatiques. Vous êtes anthropologue, spécialiste de ces textiles. Quel a été pour vous le premier contact, le déclic avec ces pièces textiles exceptionnelles? La première fois que je suis allée en Afrique, j'étais assez jeune puisque j'avais 11 ans et je suis partie avec mes parents et ma sœur chez mon oncle qui vivait à l'époque au Togo. Et on était c'était en 1984, l'âge d'or des Nana Benz, donc je voyais du wax partout. J'avais vu aussi pour la première fois des tisserands avec ces travail en petites bandes. Mais comme c'était mon premier voyage en Afrique, j'avais l'impression que c'était normal et que tout était africain. Quelques années plus tard, au lycée, j'ai eu une correspondance avec une jeune fille burkinabé chez qui je me suis rendue toute seule. Et j'ai voulu ramener de mon séjour quelques tissus locaux. Et je lui ai dit, je voudrais acheter des tissus du Burkina Faso, des choses comme ce que vous portez. Elle m'a dit, mais nous, ce que l'on porte, on a la chance de pouvoir acheter des tissus de Hollande et d'Angleterre, qui étaient du wax. Donc pour moi, c'était du tissu africain. Et elle m'a dit, non, c'est peut-être fait pour l'Afrique, spécialement pour les marchés africains, mais c'est produit en Europe. Donc ça a été un très grand déclic. J'ai quand même réussi à acheter des véritables tissus produits sur place et de découvrir bien sûr qu'il y avait un artisanat très riche et aussi des industries d'impression locales. Mais c'est là vraiment que ça a été un déclic et que je me suis dit j'ai envie de travailler sur le textile comme voie d'appréhension pour comprendre les rapports entre l'Europe et l'Afrique et aussi tout ce potentiel, toute cette richesse et cette diversité culturelle, puisque là j'étais dans un cadre burkinabé, mossi, et non plus dans cette vision globale, banalisante de l'Afrique comme un tout. Et donc ça a été vraiment un éveil vers ces particularismes et ces richesses individuelles et cet émerveillement de découvrir la diversité du continent.
Par une sorte de coïncidence familiale, vous avez ensuite traversé la Manche, vous vous êtes retrouvé à Manchester, qui était à l'époque un centre textile important. Et par ce biais-là, vous êtes revenu vers les textiles africains. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'ai suivi effectivement mon conjoint en Angleterre qui voulait partir vivre en Grande-Bretagne et j'ai choisi la ville de Manchester qui était à l'époque un grand centre du wax. Et ça a été une très grande découverte de comprendre comment des industriels finalement européens peuvent projeter ce qui va faire africain, ce qui va plaire aux Africains, aux différents marchés. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait une grande subtilité, c'est-à-dire que les marchés africains sont extrêmement exigeants, comme on le voit en haut dans l'exposition. Un même dessin peut être décliné en une soixantaine de variantes couleurs avec des craquelures, avec des superpositions. Et chaque peuple va avoir une exigence par rapport à une codification des couleurs, parce qu'il y a un sens. Les tissus que l'on va porter pour une naissance, pour un mariage, pour un deuil, lorsque l'on est jeune, lorsque l'on est une femme mariée, que l'on appartient à tel groupe aussi. Par exemple, au Nigeria, on a le groupe Igbo qui aime beaucoup le rouge et le jaune. En Côte d'Ivoire, on a eu le bleu et le orange. Au Sahel, le jaune et le turquoise. Après, pour le deuil, ce sera le rouge et le noir. Les pagnes pour remercier Dieu aura un fond blanc avec une base indigo. Donc, il y a, le wax est souvent vu comme une grosse entité, mais en fait, il y a des subtilités très, très fortes. Et puis, en discutant avec des femmes d'origine ghanéenne et nigériane immigrées, en leur demandant pourquoi elles portaient finalement ce tissu fabriqué à Manchester, elles le portaient à Manchester pour mettre en avant une identité africaine. Elles m'ont dit, oui, attention, on porte aussi nos indigos, on porte aussi nos tissages, on a un artisanat très riche. Et elles m'ont ouvert leur garde-robe et j'ai découvert une richesse, une diversité incroyable. J'ai eu la chance par la suite d'avoir une allocation du CNRS qui m'a financée pour un énorme travail de terrain à l'échelle de 5 pays, donc la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et le Mali, donc des pays francophones et anglophones, côtiers et de zones sahéliens, qui m'ont vraiment permis d'appréhender cette diversité des savoir-faire et de comprendre que l'artisanat finalement est complémentaire de l'industrie et qu'il n'y a pas une opposition si marquée que ça. Elles doivent être comprises comme une globalité finalement pour appréhender de manière générale les enjeux du textile. Vous êtes sur Initiative Africa, bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. C'est un savoir-faire ancestral, des tissus très délicats fabriqués qui ont façonné tout un pan de l'artisanat du continent. Mais cela n'empêche pas la contrefaçon de guetter le secteur textile africain. Il faut dire que pour la clientèle, les économies réalisées sur ces pièces contrefaites sont parfois bien tentantes. Mais au final, ce sont les économies du continent qui sont perdantes. La législation tente de réprimer la fraude. Pourtant, le combat est difficile, comme l'a constaté notre journaliste au Togo. Le marché des copies pirates n'a jamais été aussi florissant en Afrique. Ordinateurs, pièces de voiture, masques africains, médicaments et même le célèbre pagne que portent les élégantes. Nous nous sommes rendus dans la capitale du pagne justement. L'histoire est édifiante. Lomé, la capitale du Togo, qui a bâti sa notoriété sur la splendeur de son tissu traditionnel, est aujourd'hui envahie par les contrefaçons. Peu scrupuleux, les trafiquants n'hésitent pas à reprendre les motifs classiques qu'affectionnent les Africaines pour fabriquer un tissu de mauvaise qualité qui perd ses couleurs au premier lavage et qui déteint sur la peau des consommatrices. Les Nana Benz, ces femmes qui roulaient en Mercedes-Benz et qui ont fait fortune en vendant le tissu wax dans les années 80, ont perdu leur monopole. À l'époque, elles donnaient le ton en matière de mode à toute l'Afrique. Alors que certaines se sont réfugiées sur l'importation de faux, les autres poursuivent leurs activités et ne jurent que par la qualité de leur pagne fabriquée depuis toujours par Vlisco, propriétaire du produit Super Wax. Les gens viennent, mais je reconnais que c'est plus difficile parce que les gens ont un autre choix. Et vu la difficulté de l'heure, les gens se penchent sur l'autre choix, même si, comme je dis, c'est pas pour longtemps.
parce que ce tissu-là n'est pas un tissu de bonne qualité. Alors qu'un pagne d'origine coûte en moyenne 60 000 francs, une contrefaçon est vendue 10 000, soit 6 fois moins cher. Avec les difficultés financières du quotidien, on comprend que les Africaines soient tentées de changer leurs habitudes. Mais c'est sans compter avec les conséquences sur la santé, comme les faux médicaments qui empoisonnent les malades ou les cosmétiques frelatés qui brûlent la peau des femmes. Les colorants et les fibres utilisés pour les tissus contrefaits sont composés d'agents toxiques très nuisibles pour la population. Au niveau sanitaire, en prenant seulement les médicaments contrefaits, les médicaments illicites, nous avons eu à signaler des cas, des crises, c'est le cancer, c'est le diabète, c'est la tension artérielle, c'est les problèmes de reins, des dialyses qui sont maintenant récurrents au niveau du Togo. Si le produit, les toiles ne sont pas de bonne qualité, si elles ont été faites avec beaucoup d'éléments chimiques, beaucoup de produits chimiques, cela peut avoir un impact sur la santé de l'individu. Ne parlons, on ne va pas passer sur les allergies que les gens connaissent. Lomé est l'un des grands ports en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. 7 millions de tonnes de fret y transitent chaque année, faisant de la ville l'un des principaux piliers de l'activité économique de la sous-région. Une plateforme appréciée des trafiquants qui importent les contrefaçons. Nous avons suivi les douaniers qui patrouillent à la recherche des copies illégales. Reconnaître le vrai du faux n'est cependant pas une mince affaire. Les trafiquants ont des méthodes de plus en plus sophistiquées qui parviennent à imiter au plus près les produits d'origine. Des copies difficiles à détecter par un œil non aguerri. La douane est un acteur clé dans la lutte contre le trafic des produits illicites. On nous a autorisés à assister à un contrôle de routine. Taille des pagnes, motifs, étiquettes, tout est inspecté. Cette fois, tout est en règle. Une situation malheureusement trop rare pour M. Akapo, l'inspecteur des douanes. Aujourd'hui, pratiquement tout ce qui vient de l'extérieur est contrefait. Que ce soit dans le domaine du textile, des médicaments, même des marchandises de grande consommation, tout est contrefait. Et c'est le phénomène tel qu'on le perçoit aujourd'hui est lié au développement du marché asiatique, surtout du marché chinois. Au-delà de l'enjeu de santé publique, la contrefaçon menace les industries légitimes qui créent des emplois et la croissance en Afrique. Fortement ébranlées par l'ampleur du fléau, les marques s'emparent du problème. Comme Nestlé dans l'agroalimentaire, Vlisco a signé plusieurs conventions de collaboration avec les pays, en Côte d'Ivoire, en RDC et au Togo. Objectif, mettre en place un plan d'action pour lutter contre le phénomène et préserver son existence même. En partenariat avec l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, les marques multiplient les séminaires de formation destinés à sensibiliser magistrats et douaniers et à leur donner les connaissances nécessaires pour détecter et mener une véritable bataille contre les trafiquants. Un partenariat public-privé qui devrait permettre de protéger les emplois de toute la filière légale et les revenus des États concernés qui, du coup, ne touchent plus les taxes sur les importations. L'impact économique pour l'État est énorme puisque la contrefaçon rime avec des fraudes en tout genre et que c'est des recettes fiscales qui sont perdues au quotidien par les différents États. Il y a également d'autres impacts qui ne sont pas non moins importants, notamment en termes d'emploi, puisque la plupart des entreprises locales ne pouvant pas faire face à la concurrence déloyale sont obligées de fermer, donc beaucoup de licenciements, de chômage. Il y a également, en termes de création d'entreprises, cela fait fuir les investisseurs puisque ça donne l'aspect de zone de non-droit et donc les conséquences de la contrefaçon sont énormes pour l'Afrique. D'après l'OAPI, la contrefaçon pourrait atteindre 30 à 80% des produits vendus en fonction des secteurs. Rien qu'au cours des 5 dernières années, Vlisco estime que la contrefaçon représente une perte très importante sur son secteur. Du côté législatif, la loi togolaise prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs CFA et 6 mois d'emprisonnement. Si ces sanctions sont encore trop peu dissuasives pour les trafiquants, il faut rappeler
que la législation ne fait pas de distinction entre le faussaire et son client, qui s'expose donc aux mêmes peines. Des mesures qui devraient être suivies rapidement dans la plupart des pays africains. Nous retrouvons Anne Grosfilet pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Elle explique à nos journalistes quelles sont les menaces qui pèsent sur les tissus africains et comment l'artisanat du continent peut réussir à les contourner. Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur cet artisanat africain ? Il y a aujourd'hui un gros problème dans la traçabilité ou dans l'organisation de la filière coton. C'est-à-dire que quand cet artisanat débute, le coton est cultivé localement, la femme le file, l'homme le tisse, puis ensuite il va y avoir l'utilisation de fils industriels. Au moment des indépendances, donc autour des années 1960, la plupart des pays producteurs de coton, notamment dans la zone sahélienne, se dotent d'unités de transformation industrielle du coton, unités d'égrenage, de filage et de tissage. Ce qui fait que les artisans, les tisserands, bénéficient d'un fil très fin qui permet des tissages plus fins et solides, mais locaux avec une véritable traçabilité. De la même manière, les teinturières aussi travaillent un écru produit localement. Malheureusement, au fur et à mesure, il y a eu la concurrence de produits d'importation qui sont venus mettre en péril cette consommation et cette production locale. Avec la dévaluation du franc CFA en 1994, les États producteurs de coton ont été finalement encouragés à exporter leur coton brut à l'état brut, qui leur apportait 2 fois plus qu'auparavant. Et ils ont négligé leur parc industriel. Avec l'ouverture des frontières en 2004 par l'Organisation mondiale du commerce, l'Asie arrive, l'Asie c'est-à-dire la Chine, le Pakistan, l'Inde, arrive avec des produits extrêmement concurrentiels, un fil d'un très bon rapport qualité-prix, du basin à teindre par exemple pour les teinturières qui est d'un coût très abordable et qui permet à énormément de femmes de devenir des teinturières et d'avoir un petit complément de revenus très intéressant. Mais il n'y a plus de traçabilité puisque on ne sait pas d'où vient ce fil et d'où vient ce coton. Ça peut être du coton africain, du coton ouzbek. Il y a un problème aussi au niveau de la qualité puisqu'on l'achète sur des marchés. Il est acheté en gros par des grossistes et ensuite on achète quelques écheveaux, on n'a plus l'étiquette. Donc d'une commande à l'autre, on ne peut plus garantir la même qualité de fil et surtout il n'y a pas de traçabilité. Donc aujourd'hui le problème pour les artisans, c'est qu'en amont, ils ont besoin de développer les industries. Eux n'ont pas la possibilité de le faire, donc ça doit être des investisseurs privés ou bien une prise de conscience de l'État qui doit réorganiser cela. Le côté dramatique, c'est qu'on est en phase de désindustrialisation, pas en phase de sous-développement. Toutes ces choses-là ont été mises en place au moment des indépendances, mais elles sont parties en désuétude et les usines ont fermé. C'est ce qui est assez triste quand on voit tout ce savoir-faire, tout ce potentiel qui ne demande qu'à avoir en fait la matière première pour travailler. On parle beaucoup du problème de la contrefaçon. Est-ce que c'est une menace sérieuse ? Alors c'est une menace pour les industries africaines d'impression de pagnes imprimés, mais c'est aussi une menace pour les artisans. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de produits asiatiques qui imitent à la fois, par exemple, la teinture artisanale, mais aussi les raffias, par exemple, des tissus traditionnels. Donc ce sont des pagnes qui veulent dire quelque chose par leur motif, qui renvoient à des référents culturels, et c'est pour ça qu'ils plaisent. Ils sont d'un coût très abordable. Donc effectivement, les populations les achètent parce qu'ils reconnaissent des motifs qui renvoient à des références qu'ils connaissent, qui ont du sens pour eux, mais économiquement, il n'y a aucun impact pour les artisans ou pour les industriels locaux. Ces dernières années, il y a eu une relève de la part des créateurs africains qui ont pris en quelque sorte la filière des artisans sous leur aile. Est-ce que vous avez des conseils basés sur votre expérience à donner à cette filière des artisans africains? Que peuvent-ils faire pour arriver à valoriser leur savoir-faire?
Alors effectivement, aujourd'hui, je pense que ce sont les créateurs de mode qui soutiennent le plus l'artisanat africain. Soutenir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en avant dans leur collection et aussi assurer un avenir en les décontextualisant. Concrètement, ça veut dire sortir les tissus de leur contexte, mais ne pas, et donc de leur nature, de la nature de leur usage traditionnel, mais les garder dans le même degré d'excellence en montrant des tenues vraiment très très belles et en ne cherchant pas à les banaliser dans un usage quotidien, trivial, j'ai envie de dire. L'autre aspect, c'est aussi parfois de ne pas toucher aux tissus sacrés, de les garder, mais d'explorer les savoir-faire et de dire à ces artisans, avec cette complexité, je ne sais pas, de techniques, on va dire, de brochage, d'association des fils, de chinés, de motifs particuliers, d'ajours, de chaînes, de trames, est-ce qu'on peut créer ensemble de nouveaux tissages dont j'aurai l'exclusivité? Et donc, ils amènent les artisans non plus dans quelque chose de reproduction de motifs traditionnels ancestraux, mais ils amènent les artisans à devenir eux-mêmes des créateurs, c'est-à-dire utiliser cet héritage ancien et l'ouvrir vers l'avenir. Et cette condition, elle séduit bien sûr les créateurs africains et les populations africaines qui vont acheter ces choses qui ont du sens, qui sont faites avec la main, qui ont vraiment une portée humaine, mais elles séduisent aussi les créateurs de mode du monde entier. J'ai par exemple travaillé avec la maison Christian Dior qui aujourd'hui valorise de plus en plus et s'inscrit dans cette démarche de valorisation culturelle. Ils l'ont fait avec la technique du wax, ils l'ont fait aussi en valorisant le travail de tissu, de coton et de laine teint au henné dans la région de Fès. Donc les artisans aujourd'hui doivent être prêts à explorer, peut-être à garder leur tissu sacré et d'un autre côté à perpétuer leur tradition en étant capables de créer d'autres tissus avec ces mêmes savoir-faire d'excellence pour s'ouvrir à d'autres marchés et montrer et s'assurer un avenir et même surtout avoir envie de former et de séduire la jeune génération à s'ouvrir vers des apprentissages pour découvrir et perpétuer ces savoir-faire uniques. Anne Grosfillet, merci beaucoup de cette interview. Merci à vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les émissions sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Prenez soin de vous et bonne semaine à tous.